Merci Thérèse. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes heureux d'accueillir ce soir Emmanuel Carrère, qui va être guidé dans la conversation orienté par Indrek Kov, qui est son traducteur. Alors, vous avez des casques. Je dois vous indiquer que ceux qui veulent écouter en estonien, in Estonian, it's the number 8. For French, it's 7. Pour le français, 7. Pour tous ceux qui ont... Mais il y a peu de gens qui ont des écouteurs, donc presque tout le monde parle français. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est qu'après cette conversation, si vous achetez des livres ou si vous avez apporté des livres d'Emmanuel Carrère, Emmanuel Carrère peut les dédicacer au fond de la salle. Voilà. Je veux remercier au nom de l'ambassade, merci Monsieur l'ambassadeur d'être là ce soir. Je voulais remercier Christa Caher et toute l'équipe d'EADREAD pour le travail qu'ils ont fait, puisqu'on retrouve le dispositif habituel au mois de juin, avec à peu près avec le même nombre de personnes. Donc nous sommes extrêmement honorés et heureux du travail qui a été fait. Encore une fois, thank you a été Christa. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici Emmanuel Carrère. Il s'agit d'un événement spécial dans le cadre du festival EADREAD. Pourquoi spécial? Parce que le festival normalement a lieu le printemps. Donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est extraordinaire aussi parce qu'il s'agit d'un auteur extraordinaire sous plusieurs angles, je dirais. Donc tout d'abord, c'est un écrivain très connu, très aimé en France, mais c'est aussi un réalisateur qui a fait un film documentaire magnifique que nous avons eu la chance de voir hier soir. C'est quelqu'un qui a adapté plusieurs de ses romans pour le cinéma. C'est un scénariste qui a beaucoup écrit pour la télévision. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en tant que journaliste. Et bien sûr, donc, last but not least, c'est un grand romancier. Et en plus, ce qui est d'extraordinaire chez Emmanuel Carrère, c'est que dans tous ses romans, surtout dans les romans de non-fiction, mais on va y revenir, il a pu construire une voix absolument spéciale, absolument extraordinaire, qu'on reconnaîtrait, je pense, en lisant n'importe quel de vos livres. Mais je voudrais commencer par le tout début, en vous demandant comment vous avez compris que l'écriture, c'était quelque chose pour vous. C'est d'ailleurs une question qui n'a jamais cessé de me tracasser. Comment un écrivain en devenir et à quel moment il comprend qu'il est fait pour ce métier? Alors, d'abord, merci à vous d'être venu. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, Bernard. Merci, Christa. Merci. Et voilà. Et merci, Indrek, aussi de cette présentation si généreuse. Mais, en fait, je pense, peut-être y a-t-il des exceptions à cette règle, mais je pense qu'un écrivain, généralement, c'est un lecteur, quoi. Et que c'est un lecteur précoce, fervent, très boulimique même. Moi, j'ai été un lecteur, effectivement, un enfant très lisant énormément, lisant tout ce qui lui tombait sous la main, et commençant ensuite, finalement assez tôt, à écrire de façon sans doute très naïve, très enfantine, en imitant ce que j'aimais, qui a été, d'abord, vous savez, c'était des lectures très classiques chez les petits garçons, je sais peut-être moins maintenant, mais enfin qui étaient Jules Verne, Alexandre Dumas, et par la suite un petit peu des choses relevant plus du fantastique, de la science-fiction, de choses comme ça, ce qui fait que j'ai commencé assez tôt à écrire un petit peu des choses de ce genre, voilà. Mais au fond, j'ai l'impression d'avoir commencé ça très tôt et que l'acte d'écrire était une espèce de prolongement assez naturel de celui de lire.
Et c'est toujours un peu le cas, finalement. Parce qu'il y a souvent des auteurs qui disent qu'ils ne lisent presque jamais au moins leurs contemporains, parce que ça peut les gêner dans leur création. Ce n'est pas mon cas du tout. Non, je lis beaucoup de façon très... enfin, c'est désordonné, de façon pas systématique, mais oui, je lis beaucoup, y compris dans les périodes où je travaille le plus activement. Alors, bien sûr, il y a des moments... des lectures qui sont commandées par des livres, que les derniers livres que j'ai écrits, qui ne sont pas traduits en estonien, j'espère qu'au moins l'un d'entre eux le sera dans les années qui viennent, mais étaient des livres qui réclamaient pas mal de documentation, pas mal de lectures, des choses comme ça. Donc, évidemment, mes lectures étaient très commandées par ces champs de recherche, d'ailleurs très larges, mais sinon, je lis un peu tout et n'importe quoi, y compris oui, bien sûr, des auteurs contemporains. Les uns que j'admire, les autres pas, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous suivez depuis le début de leur carrière d'écrivain, avec une attention particulière? Oh oui, il y en a, oui, il y en a beaucoup. Enfin, pour m'en tenir aux auteurs français contemporains, il y en a avec qui j'ai des relations d'amitié aussi, comme Jean Echenoz, ou Jean Rollin, ou plus récemment un auteur qui est devenu assez connu en France, à très juste raison, qui est Maëlys de Kerangal, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Réparer les vivants récemment. J'ai aussi beaucoup d'admiration, ce qui est assez courant, mais pour ce qu'écrit Michel Houellebecq. J'aime vraiment pas mal de choses, quoi. Et étant un lecteur fervent, donc peu à peu, vous êtes passé au stade d'écriture, et c'est venu relativement tôt, donc. Oui, c'est venu assez tôt, mais encore sous une forme très... qui relevait beaucoup de limitations, mais je vois vraiment pas de honte à ça, au contraire. Enfin, au fond, ce qui est considéré comme très, très normal pour des peintres, vous voyez qu'ils essayent de copier des toiles de maîtres, éventuellement même qu'ils aillent, enfin ce qui se faisait autrefois, qu'ils aillent au Louvre et copier des tableaux. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait un peu la même chose, avec des choses sans doute d'un registre culturel peut-être moins élevé, puisque, encore une fois, ce qui était mes goûts prédominants à l'époque où j'ai commencé à écrire, c'était des choses du registre des nouvelles fantastiques, des choses soit de science-fiction, soit des choses un peu étranges, enfin voilà, auxquelles j'ai beaucoup rendu hommage en écrivant par la suite, beaucoup plus tard, enfin une biographie du romancier de science-fiction Philippe K. Dick, que je considère comme un écrivain très important. Si on prend votre œuvre en tant qu'un tout, on peut le diviser en deux. Vous avez commencé par faire de la fiction pure, et puis il y a une deuxième période que vous avez appelée de la non-fiction. Tout d'abord, pour la partie fiction de votre œuvre littéraire, est-ce qu'il y a un dénominateur commun? J'ai écrit 5 romans, au sens vraiment des livres de fiction, sur lesquels il y en a 2 que je trouve assez bons, qui sont les deux enfin, d'ailleurs qui sont des courts romans qui s'appellent respectivement La Moustache et La Classe de neige. Je pense que ce sont les deux livres les plus réussis ou les plus aboutis que j'ai fait dans le domaine de la fiction, qui sont voilà, assez brefs, qui ont presque davantage une logique de nouvelles ou de longues nouvelles que de romans avec ce qu'elle suppose de richesse, de description d'une société, de personnages, de choses comme ça. C'est des choses beaucoup plus, enfin, des narrations beaucoup plus... parfois, je pense que pardon, c'est une parenthèse, mais que les romans, et en fait, d'une façon générale, les livres, peuvent se faire dans mon expérience, de 2 façons. Soit c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du puzzle, vous voyez, où on a beaucoup de pièces qu'on assemble par un travail de montage patient, très tâtonnant, où on a on essaie de voir si telle pièce peut marcher avec telle autre, si elle ne marche pas bien, on la rabote un peu. Enfin, et il y a d'autres livres, comme justement ces 2 courts romans dont je parlais, qui s'apparentent plutôt, c'est un peu comme si, vous voyez, on tirait un fil, comme on était devant une pelote de fil, on tirait un fil, et puis
alors souvent le fil casse d'ailleurs, et du coup on se retrouve devant la pelote et on ne peut pas avancer, mais quelquefois, et c'est ce qui est arrivé pour ces deux livres, le fil sort, on tire, et le fil sort de la pelote, et au bout d'un moment, il y a un fil et il n'y a plus de pelote. C'est-à-dire il y a vraiment une espèce de démarche où il y a le début, la fin, et c'est venu comme ça. C'est très linéaire, c'est des récits très chronologiques, et c'est des expériences généralement beaucoup plus brèves, en fait. C'est des livres qui sont... Les deux livres dont je parle, La moustache et La classe de neige, sont des livres qui ont été écrits vraiment assez vite, alors que les autres romans que j'ai essayé de faire et que, honnêtement, je ne trouve pas très réussis, étaient des livres beaucoup plus assemblés, beaucoup plus laborieusement faits. Et voilà. Et puis, alors maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que dans le fait de ne plus écrire de romans au sens de livres de fiction, il n'y a aucun parti pris, je ne sais pas, idéologique de ma part, du genre je n'aime pas le roman, ou le roman est un genre fini, ou c'est un truc comme ça. Je ne pense pas ça du tout. J'aime les romans, je suis un lecteur de romans, je pense que le roman a d'aussi beaux jours devant lui que derrière, mais il se trouve que, pour ma part, je sais, c'est pas véritablement un choix, mais à partir d'un livre qui est en fait le seul livre de moi qui a été traduit en estonien, qui s'appelle L'Adversaire, et qui est un récit à partir d'une histoire criminelle, d'un fait divers authentique. Le fait de travailler sur cette histoire a imposé une forme, de façon d'ailleurs très laborieuse, difficile, oui, vraiment ardue, mais ça a imposé une forme dans laquelle j'ai depuis, pour les, somme toute, 4 livres suivants, persisté. Non pas que, encore une fois, c'est pas que je la crois supérieure à une autre ou qu'elle ait un prestige particulier à mes yeux, c'est celle dans laquelle j'ai fini par me sentir à l'aise, et c'est peut-être aussi parce que c'est une forme très informe, si je peux dire, très libre, quoi, qui est... et si j'appelle ça, d'ailleurs je ne l'appelle pas vraiment, j'ai cessé de mettre des sous-titres sous les titres des livres, mais ça me paraîtrait, disons, mensonger de les appeler des romans, parce qu'une partie de la définition du roman, malgré tout, à mes yeux, c'est que ça soit de la fiction, qu'il s'agisse de personnages et d'événements issus de l'imagination. Pour le reste, le fait est qu'il s'agit de livres vraiment écrits comme des romans, c'est-à-dire qui recourent sans aucune vergogne à toutes les ressources du genre romanesque, pour justement susciter l'intérêt, l'attention. Et par exemple, vous voyez, il y a des livres, les 2 derniers livres que j'ai écrits, Limonov et le dernier paru, Le Royaume, c'est des livres qui pourraient relever de genre plus... je m'interdis des choses comme, je ne sais pas, bibliographie ou notes en bas de page ou choses comme ça, pas parce que du tout je méprise ça, mais aussi pour bien manifester qu'on est malgré tout plus, même du côté du roman qui n'appelle pas ce type d'appareil critique, et que c'est plus ce type de lecture que j'essaye de susciter chez le lecteur, mais avec un contrat de lecture implicite ou plus ou moins explicite, qui est tout de même que ce qui est raconté est véridique. Véridique autant que je peux, disons, si ça ne l'est pas, c'est du fait de mon ignorance ou de mon manque de lucidité, mais pas de propos délibérés de ma part. En même temps, il y a un travail énorme de préparation. Par exemple, pour Limonov, vous avez quand même beaucoup retravaillé tous ces romans, beaucoup de travail dans les archives, j'imagine, des entretiens, etc., plusieurs voyages en Russie. Et aussi pour le Royaume. En même temps, c'est des livres qui appellent... Oui, il y a un travail de préparation, mais qui n'est pas très systématique. C'est plutôt... il ne s'agit pas, vous voyez, de s'asseoir à un moment et de dire « je vais écrire sur tel sujet, donc à partir de là, je commence à me documenter ». C'est plutôt le fait d'avoir depuis longtemps un intérêt pour un sujet, que ce soit, disons, ce qui est advenu en Russie, et d'ailleurs peut-être plus généralement en Europe de l'Est, après la chute du communisme, ou bien les débuts du christianisme. Au fond, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment depuis longtemps, sur lesquels j'ai fait beaucoup de lectures, de réflexions, de choses comme ça, mais je dirais, pendant longtemps, elles étaient désintéressées. Ce n'était pas du tout dans l'idée
que ça devienne un livre. Et puis à un moment, on trouve enfin, un angle, quelque chose qui fait que ça devient un projet de livre. Et toutes ces lectures, toutes ces réflexions, au fond, trouvent une sorte de brèche par quoi s'engouffrer et tout à coup devenir, enfin utile, elle l'était auparavant, mais en tout cas active. Elle trouve une sorte d'exutoire, quoi. Mais j'ai rarement fait des recherches vraiment systématiques. C'est peut-être le cas pour le Royaume. Oui, ah oui, le Royaume, c'est un livre, donc c'est un livre vraiment sur le premier demi-siècle du christianisme, disons l'époque où se sont écrits les évangiles, l'époque où finalement une époque assez... Pardon, je fais une parenthèse parce que pour dire quelques mots de ce livre qui est un... Vous voyez, au fond, quand on lit le Nouveau Testament, on a rarement conscience, je pense, qu'à la différence de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ou qu'on peut appeler autrement la Bible hébraïque, tout ça, dans la rédaction, c'est étalé sur 1000 ans environ. Le Nouveau Testament, finalement, a été composé dans un laps de temps assez court par des gens qui appartenaient à la même génération, ou mettons à 2 générations. Ça s'est étalé sur une quarantaine, une cinquantaine, peut-être une soixantaine d'années. Ça a commencé en gros en 50 après Jésus-Christ, quand personne d'ailleurs ne se doutait qu'il vivait après Jésus-Christ. Ça a dû se terminer aux alentours de 100, peut-être 110, enfin on peut discuter, mais les discussions portent sur une dizaine d'années. Ça veut dire qu'au fond, ça a été écrit, tous ces textes, par des gens qui se sont connus, qui se sont croisés, qui étaient des types qui, avant d'être des figures avec des auréoles qu'on a appelées Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, ceci, cela, étaient des hommes, enfin, je ne dis pas ça du tout pour les rabaisser, ça ne diminue en rien la grandeur de ce qu'ils ont porté et de ce qui les a portés. Mais voilà, c'était des hommes, et j'ai essayé de peindre un peu ces hommes de façon un peu réaliste, ou en tout cas visant au réalisme, de peindre leurs relations, d'essayer d'imaginer qui ils étaient en les ramenant à cette espèce d'humanité qu'on oublie un petit peu en les figurant toujours avec un peu comme des saints de vitrail avec de grandes robes et des auréoles, même si ça a donné des choses absolument admirables dans la peinture religieuse. Disons, ou si vous voulez, si on pense à la grande peinture religieuse, ce que j'ai pu faire s'apparente moins à, je ne sais pas, à Fra Angelico ou Giotto. Je dis ça hors de toute question de mérite, je parle mais plus à des représentations qui visent quand même un certain réalisme, avec même la trivialité qu'on observe chez le Caravage, vous voyez, où les personnages, quand on les voit agenouillés, on voit leurs pieds, ils ont les pieds sales, quoi. Voilà. Pardon, c'était un peu une parenthèse mais je me suis laissé entraîner. Mais c'était effectivement un livre qui a requis énormément de lectures, mais ces lectures étaient encore une fois c'était pas comme on se documente tout à coup, c'est simplement d'abord c'est inépuisable comme lecture, c'est-à-dire qu'évidemment, j'ai beaucoup lu. En même temps, ce que j'ai lu est une goutte d'eau dans l'océan de ce que j'ai pas lu. Évidemment, on a tellement écrit sur ces sujets-là. Et j'ai été évidemment, vers la fin de la rédaction de ce livre, je me suis régulièrement dit, il est temps d'arrêter de lire là-dessus, de ne faire qu'écrire, et en gros de fermer le guichet de l'information, parce que et j'y suis jamais arrivé en réalité, on ferme jamais le guichet de l'information, on a toujours envie de continuer à lire. C'est des sujets inépuisables, et en plus il y a un vrai... non seulement un plaisir de la lecture, mais au fond une espèce de justification pour faire une des choses que j'aime le plus au monde, c'est au fond rester tranquillement l'après-midi allongé sur un canapé avec un livre à lire pendant des heures. Et évidemment, si on fait ça en tout cas moi, j'ai tendance à me sentir un peu coupable si je fais ça sans justification. J'ai l'impression que je devrais travailler, alors que si je suis en train de faire un livre à partir de... je suis absolument justifié et légitimé, donc j'ai le droit de le faire. Et puis parallèlement... Et ce n'est pas un mince avantage d'écrire ce genre de livre. Tout à fait. Et puis parallèlement, dans le Royaume, comme dans tous les autres livres d'autofiction que vous avez faits, il y a ce côté très intime, très personnel, où vous parlez de vous êtes complètement ouvert au lecteur.
Alors, ça, c'est une chose que j'ai découvert à l'usage en faisant ce livre, L'Adversaire, qui est le récit d'une affaire criminelle terrible qui s'est produite au début des années 90 en France, l'histoire d'un type qui a tué toute sa famille, femmes, enfants, parents, et on a découvert dans les jours qui ont suivi que tout ce qu'on croyait savoir sur lui était faux, qu'il prétendait être médecin, qu'il n'était pas médecin, qu'il prétendait avoir un poste important à l'Organisation mondiale de la santé, c'était faux aussi. Donc, depuis 20 ans, il mentait à tout le monde, et au fond, il a tué tout le monde au moment où il s'est avéré qu'il était prêt d'être démasqué. Cette histoire est évidemment à quelque chose de vraiment terrible, non seulement évidemment à cause de ces crimes affreux, mais c'est terrible à dire, mais des crimes affreux comme ça, au fond, il s'en commet couramment, malheureusement. Et ça peut être des drames, je ne sais pas, de l'alcoolisme, du chômage, de ceci, de cela. Là, il y a eu cette chose très particulière, cette espèce de persistance dans le mensonge, et dans un mensonge qui recouvrait visiblement une espèce d'abîme, de dépression, de quelque chose de vraiment très effrayant. Et j'ai essayé, j'ai quand même, somme toute, cette histoire s'est passée en 93, mon livre est paru en 2000, ça veut dire que je n'ai pas fait que cela, mais j'ai quand même passé presque 7 ans à tourner autour de cette histoire, ce qui était extraordinairement inconfortable psychologiquement. Je veux pas me plaindre, personne m'y a obligé, je l'ai fait de mon propre gré, mais quand même, ça a été quelque chose de très pénible et qui m'a moi-même mis dans des positions très dépressive, douloureuse, et j'ai essayé de l'écrire de pas mal de façons. J'ai essayé de l'écrire sous forme de fiction, j'ai essayé de l'écrire sous forme, au fond, en m'inspirant d'un grand modèle littéraire qui est De sang-froid, In Cold Blood de Truman Capote, et je pense qu'aucun écrivain qui écrit un livre à partir d'un fait divers ne peut se dispenser de cette lecture et forcément de cette influence. Mais au fond, je m'en suis dégagé par la force des choses, pas de propos délibérés, mais c'est venu comme ça très lentement et laborieusement, en faisant 2 choses, l'une la même que lui, c'est-à-dire décider d'écrire un livre qui soit fidèle aux faits, à la véracité, en tout cas, sinon à la vérité. La vérité, on peut toujours dire que c'est quelque chose d'un peu métaphysique, mais en tout cas, la véracité, la véridicité, l'exactitude des faits, mais aussi, tout en passant à cet impératif-là, je suis aussi venu à l'écrire à la première personne, je veux dire en disant « je » pour mon compte. Ce qui était quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé au départ, que je n'envisageais pas auparavant, qui m'aurait même, je pense, un peu choqué si on me l'avait dit, parce que voilà, ça me paraissait, je ne sais pas, presque un peu inconvenant, mais j'ai eu le sentiment, au fond c'est quelque chose d'assez élémentaire, c'est que si vous écrivez un roman, vous pouvez parfaitement dire Madame Bovary ou Julien Sorel pensent que, et vous dites ce qu'ils pensent, parce qu'au fond, c'est vous qui décidez ce qu'ils pensent, c'est un personnage issu de votre imagination. Si vous dites Jean-Claude Romance, qui est le nom de ce criminel, pense que, vous n'en savez rien. Et qui plus est, Jean-Claude Romance est un personnage extrêmement opaque, c'est une espèce de boîte noire, ce qu'il pense réellement, ce qui se passe dans son esprit, est quelque chose qui vous est absolument dérobé. Donc à un moment, cette espèce d'objectivité à laquelle on a parfaitement le droit dans la fiction devient non seulement un leurre, mais une sorte de... Je l'ai vraiment éprouvé comme une espèce de presque de faute morale, à la fois artistique et morale. J'avais l'impression que je n'avais pas le droit de dire ce qui se passait dans la tête de Jean-Claude Romance. Donc, qu'est-ce qui me restait à faire? Je pouvais dire ce qui se passait dans ma tête à moi face à Jean-Claude Romance, ce que je pouvais lui prêter, imaginer pour lui, tout ça. Et au fond, je suis resté fidèle à ce qui est... Est-ce que c'est un procédé, une méthode? Mais je ne sais pas, une sorte de position, à la fois artistique et morale, qui est que, je ne dis pas que la vérité n'existe pas, je dis juste que je n'y ai pas accès, s'agissant de choses réelles, donc qui ont un répondant dans le réel.
pas davantage que sur, je ne sais pas, les circonstances de la rencontre de saint Paul et de saint Luc, par exemple. Enfin, donc, j'ai l'impression qu'à un moment, je suis obligé de dire au lecteur que ça n'est que moi qui lui raconte l'histoire, que ce qu'il lit n'est pas et ne peut pas prétendre être la vérité, que dans le meilleur des cas, c'est la mienne. Alors, je m'efforce effectivement d'être sincère et honnête, c'est-à-dire vraiment mais ça n'est que ce que je dis moi, avec mes limites, avec mes œillères, avec mes ignorances, mes erreurs de jugement, tout ça. Et donc, c'est ce qui justifie le fait d'écrire à la première personne et donc d'être un narrateur quelquefois un peu envahissant dans les livres. On a pu quelquefois me le reprocher comme une marque de narcissisme ou de complaisance, et ça, honnêtement, je m'en défends. Enfin, je ne suis pas d'accord, après tout, c'est mon droit, parce que j'ai l'impression que, malgré tout, c'est plutôt un souci d'honnêteté et même d'humilité qui amène à dire, encore une fois, ça n'est que moi qui raconte ça. Ce que je trouve absolument passionnant dans cette écriture en première personne, c'est que l'auteur se trouve dans une sorte de double position. D'un côté, on est ouvert à tout le monde, on se montre, tout le monde peut savoir ce que je pense, ce que je sens. C'est une position très fragile. Mais d'autre part, j'imagine que c'est un travail constant sur soi-même. On peut aussi le considérer en quelque part comme un traitement. C'est quelque chose qui aide. Oui, il y a quelque chose. Enfin, la vertu éventuellement cathartique que ça peut avoir, enfin, c'est aussi l'effort d'honnêteté que ça impose, essayer de savoir non seulement ce qu'on pense, mais autant qu'on peut, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours illusoire de prendre ce type de distance-là, mais on essaye quand même d'essayer de savoir, de se voir un tout petit peu de l'extérieur, d'essayer de comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense, d'où ça vient, quels sont les... Essayer peut-être de mettre un peu en scène et de débusquer ses propres préjugés, des choses comme ça. Il y a à la fois je dirais, une mise en vedette du narrateur que je suis et que je consens à être, et aussi un petit peu de mise à distance, quoi. Et puis bon, par ailleurs, tout ce que je dis là est un petit peu... mais c'est pas faux, mais c'est peut-être un petit peu grave et un peu pompeux. Il y a aussi que à l'usage, c'est assez amusant d'écrire comme ça, si vous voulez, que ça permet de... Il y a des moments où instinctivement, on sent quand ce qu'on commence à raconter peut-être un petit peu raide, tout ça, on se dit, si je viens faire une incursion dans le livre, ça va rendre la chose un peu plus souple, un petit peu plus vivante, un petit peu plus amusante éventuellement, si j'essaie de raconter mes états d'âme, éventuellement des expériences personnelles à laquelle ça peut être apporté et qui peuvent être un petit peu risibles, ou des choses comme ça. Enfin, c'est une espèce de façon aussi de prendre le lecteur par la main, de créer un rapport de familiarité, un rapport même assez amical avec lui. Enfin, moi, je vise vraiment à ça. J'aime bien j'aime comme lecteur, d'abord, les livres où j'ai l'impression que quelqu'un s'adresse à moi. J'aime avoir quelqu'un comme interlocuteur, ce qui évidemment fait que je ne sais pas, les livres qui sont parmi mes livres préférés, alors ce sont des modèles très très imposants, bien sûr, je n'aurais pas l'idée de me comparer à ça, mais au fond c'est toute cette littérature dont le grand ancêtre est Montaigne, enfin c'est-à-dire quelqu'un qui parle à la fois du monde, qui parle du monde bien sûr, qui parle de tout, mais qui le rapporte constamment à sa propre expérience, parce que à quoi d'autre le rapporter? Je veux dire, quel autre accès avons-nous au monde que notre propre expérience, et quelle est la position, somme toute, honnête pour parler du monde? C'est à partir de soi. Et encore une fois, c'est un peu marrant d'écrire comme ça, quoi. C'est vivant. Oui, tout à fait. Ce que je trouve magnifique dans ce genre d'approche, c'est aussi le fait que par le personnage de l'auteur qui écrit en première personne, en jeu donc, les livres sont très étroitement liés, il y a des interconnexions, en fait ils forment un tout, on pourrait dire que c'est une sorte de long fleuve dans lequel on se baigne, et je trouve ça magnifique.
Ben merci. Non, ben ça me fait évidemment plaisir. Il y a le fait est que depuis, enfin, j'ai eu l'impression depuis les derniers livres de quelque chose qui était très, et qui est peut-être lié à ça, c'est-à-dire que qui s'est créé depuis les derniers livres une espèce de rapport au fond de familiarité, presque d'une certaine intimité avec. Alors, si on dit le lecteur ou la lectrice, c'est un personnage très abstrait, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui je m'adresse, avec qui on commence à avoir une espèce des habitudes communes. Vous savez, c'est un peu comme si on est habitué à jouer aux échecs avec quelqu'un connaît un peu vos tours et détours, c'est un petit peu, en gros, comment vous allez ouvrir, et puis et il y a quelque chose qui parade. Alors évidemment, il faut faire attention à la complaisance que ça peut. Mais en même temps, il y a quelque chose de très encourageant dans l'idée c'est une espèce de cercle de lecteurs, somme toute assez fidèles, et vous a suivi dans des entreprises finalement assez hasardeuses, enfin dont certaines n'étaient vraiment pas c'était pas des choses. Si vous voulez, le livre précédent que j'ai fait, Limonov, est un livre qui a eu beaucoup de succès en France et dans pas mal de pays, mais ce n'était pas forcément gagné d'avance d'intéresser le public français avec un écrivain russe dont en général il n'a jamais entendu parler, et s'il en a entendu parler, généralement ce n'est pas en bien. Donc c'était voilà, un personnage à la fois inconnu, peu sympathique, tout ça. Beaucoup de gens me disaient c'est a priori, enfin c'est très très casse-gueule comme entreprise, et le fait est que le livre a plu. Il y a quelque chose d'encourageant là-dedans qui pousse plutôt à aller vers davantage de hardiesse, des entreprises plus risquées, plutôt que de chercher une espèce de confort à aller sur des terres où on est déjà allé. Cette espèce au fond de soutien ou d'approbation d'une sorte de communauté de lecteurs est quelque chose de très, que je trouve très, enfin d'abord c'est évidemment très satisfaisant et ça fait plaisir, mais c'est en plus encourageant. Ça encourage à une certaine audace. Ça vous encourage à traiter des sujets qui sont censés intéresser encore moins de monde, comme le christianisme au XXIe siècle. Oui, alors là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je pense malgré tout que c'est un sujet qui intéresse pas mal, en réalité. Que cette question à la fois des origines de quelque chose qui est quand même très consubstantiel à notre civilisation. Et puis il y a la question, même si on n'est plus croyant du tout, quand je dis « on », c'est à la fois chacun de nous individuellement et la société où nous vivons, c'est qu'il y a une espèce de « on » très large. Mais même si on n'est plus croyant du tout, qu'est-ce qui reste? Quelle est la trace du christianisme dans nos consciences, de façon pas purement culturelle et historique, enfin pas seulement, effectivement, ça nous a laissé les cathédrales et les cantates de Bach qui sont des objets culturels admirables, ça bien sûr, mais quelle est la trace profonde et pas seulement morale non plus dans nos consciences? C'était quelque chose sur lequel non seulement ça m'intéressait de réfléchir, mais je pensais que c'était une réflexion susceptible d'intéresser pas mal de gens, à vrai dire. Donc, en fait, disons, si on me dit, autant si tu veux, si on me dit, je pense que Limonov, le succès de livres sur Limonov en France m'a surpris, agréablement surpris, mais surpris. J'espérais honnêtement que les gens qui le liraient, ça les intéresserait, mais je ne pensais pas qu'autant de gens seraient disposés à le lire. Autant, malgré tout, je ne suis pas étonné par le succès, par l'intérêt que suscite un livre sur les origines du christianisme et la façon dont se sont fixées ces traces écrites dont ont été écrits ces 4 petits livres qui tiennent dans un livre de poche, qui sont les évangiles, et qui ont quand même une place dans notre conscience, malgré tout. Et justement, j'essayais de voir laquelle, j'essayais un peu de cerner cette place, en étant très pompeux,
je dirais que c'est à la fois une espèce de péplum de récit historique comme ça, aussi un récit un peu autobiographique, personnel, mais aussi une sorte de méditation quoi, sur ce que c'est que le christianisme et ce qu'il en reste dans nos consciences. Et encore une fois, pour ne pas dire dans nos âmes, à supposer qu'une chose pareille existe. Encore une fois, ce qui fait quand même, enfin, ce qui rend le livre beaucoup plus vivant et qui attire, j'imagine, le lecteur, c'est votre rapport personnel. Parce qu'il y a aussi une histoire intime dans le royaume. Oui, oui. Ben, oui, oui. Enfin, disons que à un moment, donc ce livre scrute un petit peu le Nouveau Testament, dans une démarche qui est un mélange de démarches d'historien, de romancier, disons d'enquêteur, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout un historien de profession, encore que mon ami Bernard Pacteau et moi, nous sommes connus il y a environ 35 ans en faisant un DEA d'histoire contemporaine. Mais enfin, on n'avait pas une formation d'historien très. Je ne suis pas un chat, voilà, je n'ai pas appris à écumer des archives. Mais après tout, chacun devant des textes comme ceux du Nouveau Testament, on est à peu près à la même enseigne, hein, et les examiner avec attention, tout le monde peut le faire. Mais j'ai repensé à un moment que ces textes que j'examinais avec une curiosité comme ça, d'enquêteur, à un moment de ma vie assez ancien, j'avais voulu y croire, c'est-à-dire croire que ce qui s'exprimait là-dedans, ce qu'il y avait là-dedans n'était pas seulement une histoire passionnante et très compliquée et passionnante à raconter, mais disons la parole de Dieu, quelque chose dont j'imaginais que ça devait guider ma conduite, tout ça. Et ça a correspondu à quelques années de ma vie, il y a plus de 20-25 ans, pour des sortes de raisons qui étaient en fait liées à un moment que ça n'allait pas fort, il faut bien dire. C'était un moment d'assez grand désarroi, mais il me paraissait intéressant, puisque au fond j'avais ce témoignage personnel à apporter, de faire dialoguer l'agnostique, somme toute assez paisible que je suis aujourd'hui, et le croyant fervent que j'ai été ou que j'ai voulu être. Ce sont vraiment deux portes d'entrée très très différentes dans ces textes. Et dans la mesure où j'avais aussi envie que ce livre, alors c'était peut-être un peu utopique, mais vraiment j'ai poursuivi ce dessein, que ce livre puisse être lu par des gens entrant par ces deux portes d'entrée opposées, je veux dire par là aussi bien par des croyants que par des non-croyants, et que chacun y trouve intérêt et plaisir et éventuellement profit même. Au fond, je pouvais donner l'exemple en disant quelle était la qualité de ma foi, c'est une autre affaire, mais enfin, à un moment tout de même, j'ai pu parler en croyant, donc ce témoignage me paraissait mériter d'être versé au dossier, quoi. Et puis encore une fois, moi j'aime bien les livres où quelqu'un dit « je », quoi. J'aime bien les livres où je sais... c'est une chose que je cite souvent, j'ai malgré tout un peu grandi et a été formé dans les années qui ont suivi mai 68, où il y avait régulièrement des espèces de réunions politiques un petit peu interminables et foireuses, et où toujours il y avait quelqu'un pour dire à l'orateur, le type qui... « Mais d'où tu parles, toi ?» Et je trouve que c'est une question toujours très pertinente. Moi, j'aime bien savoir d'où parle la personne qui me parle et qui me parle. Alors, je voudrais revenir un petit moment sur l'adversaire. Je t'en prie. Je voudrais vous demander de lire un petit extrait. Bien volontiers. C'est pour montrer, d'une part, comment les différents livres sont liés, et puis après, il y a un autre détail, mais j'y reviendrai après. C'est le tout dernier passage, la fin. C'est le dernier paragraphe. Je vais lire la traduction estonienne après. Bon, alors je vous le lis. En roulant vers Paris pour me mettre au travail, je ne voyais plus de mystère dans sa longue imposture, seulement un pauvre mélange d'aveuglement, de détresse et de lâcheté. Ce qui se passait dans sa tête au long de ces heures vides, étirées sur des aires d'autoroute ou des parkings de cafétéria, je le savais, je l'avais connu à ma façon, et ce n'était plus mon affaire. Mais ce qui se passe dans son cœur maintenant, aux heures nocturnes où il veille pour prier.
J'ai déchargé le coffre et, en rangeant pour les 17 prochaines années les cartons du dossier dans un placard de mon studio, j'ai compris que je ne les ouvrirais plus. Le témoignage écrit à l'instigation de Bernard restait ouvert, en revanche, sur ma table. Dans sa langue de bois catholique, je le trouvais, lui, réellement mystérieux, au sens mathématique, indécidable. Qu'il ne joue pas la comédie pour les autres, j'en suis sûr, mais est-ce que le menteur qui est en lui ne la lui joue pas? Quand le Christ vient dans son cœur, quand la certitude d'être aimé malgré tout fait couler sur ses joues des larmes de joie, est-ce que ce n'est pas encore l'adversaire qui le trompe? J'ai pensé qu'écrire cette histoire ne pouvait être qu'un crime ou une prière. Et puis la même chose en estonien. Kui ma sõitsin Pariisi, et töö kallale asuda, ei olnud tema pikas pettuste reas minu jaoks enam mingit saladust. See oli lihtsalt vilets segus sõgedusest, kurbusest ja argusest. Ma teadsin, mis toimus tema peas noil pikkadel tühjadel tundidel, kiirteeäärsetes peatuskohtades ja kohvikute parkimisplatsidel. Olin neid omal viisil tunda saanud ja see polnud enam minu asi. Aga mida tunneb ta süda praegu, öötundidel, mil ta ootab oma palvekorda? Ma tõstsin pakiruumi tühjaks ning samal ajal, kui ma panin toimikukastid järgmiseks 17 aastaks oma töötoa seinakappi, mõistsin, et ma ei ava neid enam kunagi. Bernari õhutusel kirjutatud jutt oli aga mu laual lahti. Tema oma katoliikliku kantseliidiga tundus mulle sel hetkel tõepoolest saladuslik. Matemaatilises tähenduses mitte lahenduv. Ma olen kindel, et teistele ta teatrit ei tee, aga kas valetaja tema sees ei või äkki tema endaga mängida? Kui ta võtab Kristuse oma südamesse või kui teadmine, et teda kõigele vaatamata ikkagi armastatakse, toob ta palgeile rõõmupisarad, kas pole see siis jälle vaenlane, kes teda ninapidi veab? Ma mõtlesin, et selle loo kirjutamine saab olla ainult kas kuritegu või palve. Donc, il y a ce passage-là à la fin de l'adversaire, et puis j'ai trouvé un passage qui rentre directement en dialogue avec ça dans le royaume. Je vais lire, c'est un tout petit passage. Être chrétien, cela consiste à ne pas écarter totalement la possibilité que Jean-Claude Roman ait dans le secret de son âme affaire à autre chose qu'au menteur qu'il habite. Cette possibilité, c'est ce qu'on appelle le Christ. Et il y a toujours chez vous des interconnexions, comment des citations directes, et puis des choses où vous ne citez pas directement un autre livre, mais on voit qu'il y a des liens. Au fond, ça me paraît assez normal, parce que cette histoire, non seulement ce livre, l'adversaire, mais la familiarité avec cette histoire a été, dans ma vie et dans mon travail, quelque chose de très, très, très déterminant. Enfin, c'est une chose qu'on fait, qui laisse des traces, et que le fait d'y revenir, le fait que ça a été très, très, très décisif, et que ça continue à travailler même sourdement, même de façon souterraine, et que de temps en temps ça ressurgisse, au fond c'est le contraire qui me paraît très étonnant, quoi, sachant en plus que, tu vois, je dis qu'à ce moment-là que son dossier d'instruction, qui est un ensemble de cartons, somme toute assez volumineux, même physiquement, je dis, je le range dans mon placard, dans un placard pour les 17 prochaines années jusqu'à sa sortie. Et ces 17 années se sont pratiquement écoulées. Je l'ai toujours dans un placard, sauf que c'est dans un autre appartement que j'ai déménagé. Ils sont toujours là, et au fond, le jour où il va sortir, ce qui probablement se produira l'année prochaine, je ne sais pas s'il les réclamera, mais ils sont à sa disposition. Il y a quelque chose qui reste, je dirais, suspendu dans tout, qui est... cette histoire n'est pas close, quoi, tout à fait, et elle ne peut pas l'être. Dans la mesure où il est encore vivant, et même d'ailleurs ne le serait-il pas, il y a quelque chose de très... comment dire là, c'est un livre qui a... Je parle pas tant de... Oui, comment dire, qui soulève des questions, ou qui ouvre plutôt une espèce un tel gouffre que... on ne peut pas le refermer comme ça, quoi. C'est normal que ça reste présent, que ça refasse surface, tout ça. C'est pas une espèce de coquetterie ou de désir de rappeler ces livres au bon souvenir du lecteur, quoi. Ça me paraît assez normal. Et
puis l'autre détail pour lequel j'ai choisi exprès le dernier passage de l'adversaire, c'est vos dernières phrases. Est-ce que vous y mettez particulièrement attention? Parce que j'ai l'impression que, enfin, tous les livres que j'avais chez moi, j'avais bien vérifié, c'est d'une beauté mais incroyable. On a l'impression que l'écrivain a énormément travaillé là-dessus, ou bien c'était une trouvaille, mais une trouvaille très heureuse. Ça met du temps de trouver la fin d'un livre. La fin est d'ailleurs le début pour moi. Ouais. C'est souvent les choses les plus difficiles. Je ne pense pas que ça soit très original, je pense que c'est le cas de beaucoup d'écrivains. La fin est souvent d'autant plus difficile qu'au fond, il s'agit de livres où il y a qui tourne autour ou qui malaxe une espèce d'interrogation, malgré tout morale ou même philosophique ou une chose comme ça. Et donc, la question de savoir sur quoi on finit, vous savez, c'est un peu comme à la roulette, quoi. Est-ce que la bille va tomber sur le rouge ou le noir, le pair ou l'impair, et selon l'endroit où elle tombe, c'est pas pareil, quoi. Et mon idéal, et là j'ai une espèce mais qui est un idéal un peu à la fois, je dirais assez profondément, philosophiquement, je suis un relativiste, ce que Pascal appelait un pyrrhonien ou un sceptique, quelque chose comme ça. Ça veut dire que mon idéal serait plutôt que de ne tomber ni sur le noir, que la bille s'immobilise un peu en équilibre entre le noir et le rouge, ou le pair ou l'impair, ce qui n'est pas absolument possible, mais c'est comme s'il y avait une espèce de répugnance extrême à conclure et à vouloir conclure de façon à la fois, c'est très difficile, à la fois ferme et en même temps évasive, et en laissant donc à conclure souvent sur un aveu d'ignorance ou d'incertitude ou d'indécidable, comme dans ce livre-là. Ce qui est prouvé aussi par la dernière phrase du royaume, je ne sais pas si on a le droit de le dire, ou est-ce qu'on va gâcher le plaisir de lecture. Elle n'est pas très originale, la dernière phrase du royaume, c'est « je ne sais pas ». Ce qui est pas... évidemment, ça vient après 630 pages dans lesquelles est déployé pas mal de savoir, hein, pas uniquement le mien d'ailleurs, enfin, mais c'est somme toute une profession d'agnosticisme, mais qui j'espère, a un peu plus de poids de venir après tout ça, mais au fond, ça me paraît presque la seule note possible sur laquelle terminer. Voilà, c'est d'une simplicité absolue, mais à la fin de ce roman, vous allez voir, vous allez lire le livre, je suis sûr, vous allez voir que c'est la seule phrase qui puisse exister à la fin de ce roman. Merci, Indrek. Mais là, je pense qu'on est en train d'arriver à la fin de notre discussion. On va maintenant passer la parole au public. Vous avez peut-être des questions, vous avez sans doute des questions, Emmanuel Carrère. Bon. Pour prendre la parole, attends un petit moment. Prends le micro, merci. Oui, merci. J'ai une question sur la façon, comment vous travaillez sur les techniques de l'écriture, parce que justement les derniers romans que vous écrivez s'inspirent très largement de formes de journal intime ou de carnet de voyage. Est-ce que vraiment vous donnez un journal intime? Est-ce que vous notez, vous prenez des notes lors d'un voyage? Et puis comment vous retravaillez tout ça? Est-ce que vous écrivez à la main? Est-ce que vous citez directement votre journal, etc. Voilà vraiment les techniques de votre travail, comment ça se présente. Je n'ai jamais tenu de journal de façon systématique, mais ça m'est arrivé à certains moments, soit dans des moments, au fond, de désarroi, où ça tenait lieu un petit peu de bouée de sauvetage, et soit dans des moments
comme le film qu'on a montré hier, qui a été donc, au fond, j'ai tenu une espèce de journal de tournage, quelque chose d'assez particulière. Comme j'essayais de progresser en russe, que j'avais un peu parlé enfant et ensuite oublié, je l'ai tenu en partie, enfin en russe, dans un russe qui était très, très mauvais, mais qui était, donc c'était comme si ce journal était à la fois un journal et une sorte de cahier d'exercice de linguistique. Avec une très belle écriture. Voilà, l'écriture d'écolier. Et donc, par exemple, c'était cette espèce de journal tenu en russe au fil de non seulement au fil de ce tournage, mais pendant une année à peu près. Je l'ai finalement un peu retraduit en français et réintroduit, réinjecté, avec des petites modifications, mais réinjecté dans ce livre. Ça m'a servi de document de base. Ce n'est pas une chose que je fais systématiquement, mais au fond, à chaque fois que je me suis trouvé, le livre là, Le Royaume aussi, au fond, à l'époque lointaine, où je me voulais un catholique fervent, j'avais, en guise enfin, d'une sorte d'exercice spirituel, tenu, pendant 2 ou 3 ans, j'ai chaque jour écrit une espèce de commentaire de l'Évangile selon saint Jean. Et je savais qu'existait quelque part cette vingtaine de cahiers dans lesquels j'avais consigné ces réflexions. Et au fond, 20 ans après, c'était assez précieux pour moi. Même, c'était embarrassant hein, comme lecture, évidemment, parce que ça me paraissait un peu ridicule, très empoulé. Enfin, je ne me reconnaissais pas du tout dans celui qui avait écrit ça. Mais en même temps, c'était un document extraordinairement précieux, précisément sur celui que j'avais été, qui était, je dirais, comme toute archive authentique, voilà, je savais, j'avais un accès à ce que j'étais, ce que je pensais, chose que sinon j'aurais certainement oublié ou complètement reconstruit, ce qui aurait peut-être eu un intérêt différent. Mais en tout cas, le fait de disposer de ça s'est révélé très très utile. Donc en fait, à chaque fois que j'ai tenu ce genre de choses bizarres qui, encore une fois, ne sont jamais vraiment un journal intime, mais je vous dis, soit un commentaire de saint Jean, soit un cahier d'exercice de langue russe, des choses comme ça. À chaque fois que je les ai retrouvés plus tard, j'en ai trouvé l'usage d'une certaine façon, et ça a été des espèces de choses assez précieuses sur quoi me étayer un livre, enfin, aider à la construction d'un livre. Mais, alors bien sûr, au fond, je me dis que je devrais le faire plus souvent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc je ne suis pas actuellement en train de me constituer de riches archives pour le futur. Et pour répondre à la fin de la question, essentiellement, il m'arrive de griffonner des trucs sur des carnets, des choses comme ça, mais j'écris essentiellement sur l'ordinateur, oui, depuis pas mal d'années. D'autres questions? Oui? Monsieur? Bonsoir. Donc vous avez dit que on sait que vous parlez beaucoup de vous dans vos romans, beaucoup de choses très intimes. Je voudrais savoir comment est-ce que vous gérez ça avec vos intimes à vous, parce que vous exposez beaucoup de choses avec votre famille, vos amis. Alors comment est-ce que vous procédez? Est-ce qu'il y a une négociation avant la sortie du livre? Est-ce que vous les mettez devant le fait accompli? Et quelles sont les réactions de ces personnes quand vous parlez de ces choses intimes dans vos livres? Alors ça, c'est une question vraiment importante, un peu embarrassante d'ailleurs, mais parce que je ne me sens pas irréprochable là-dessus. Disons, je pense qu'à vrai dire, on peut écrire sur soi absolument ce qu'on veut, et qu'en plus, ça ne coûte pas cher en réalité. Quand je veux dire, quelquefois, les gens vous disent « Ah, comme c'est audacieux et courageux d'écrire ceci sur soi », je pense qu'il n'y a aucun courage particulier à ça, c'est pas bien compliqué. Et en plus, je dirais, on est totalement maître de ce qu'on écrit. Si vous voulez, ça me fait penser, il y avait un truc comme ça à l'époque où on discutait de la torture pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens que le général Massu, qu'on accusait d'avoir pratiqué la torture, avait répondu de façon impayable « Ah, mais la gégène, ça fait pas si mal. La preuve, je me la suis appliquée à moi-même, et franchement, la seule différence, c'est que si vous vous l'appliquez à vous-même, vous savez exactement quand vous vous arrêtez, alors que quand on l'applique à quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et c'est ça, la torture. Bon, donc, si vous voulez s'appliquer à soi-même la gégène dans son livre, c'est absolument, on risque rien, je dirais. Le problème, c'est effectivement quand on l'applique à d'autres. Et
J'ai l'impression d'avoir connu plusieurs cas de figure là-dessus. Les deux plus extrêmes, au fond, étant ce livre que j'ai évoqué qui s'appelle Un roman russe, qui est le livre le plus autobiographique que j'ai fait, parce qu'au fond, j'en suis pas seulement le narrateur, mais le protagoniste. En fait, c'est vraiment un livre... Parce que sinon, je fais juste une parenthèse là-dessus, si on considérait mes livres comme je sais pas, des livres d'histoire ou des choses comme ça, évidemment, le fait qu'il y ait, je ne sais pas, 20% d'intervention d'Emmanuel Carrère dedans les rend assez autobiographiques. Mais si on les considère comme des livres autobiographiques, le fait qu'il y ait 80% pas sur moi, ça fait que c'est quand même pas des livres autobiographiques très complaisants. Mais ce livre qui s'appelle Un roman russe est un livre dans lequel j'ai vraiment, enfin, il y a au moins deux personnes où j'ai agi, enfin, à la fois, d'une part ma mère, d'autre part ma compagne de l'époque. Je les ai effectivement mis devant le fait accompli parce que sinon le livre n'aurait pas pu exister. Et je pense que j'ai fait tout de même assez bon marché de leurs sentiments, enfin voilà, je leur ai imposé une espèce de violence et je ne le regrette pas. D'abord, ça n'a pas produit de catastrophe, et moi, ça m'a été extrêmement salutaire, de façon assez psychanalytique, tout ça, mais vraiment, ça a eu des effets cathartiques indiscutables. J'aimerais mieux ne jamais recommencer à écrire un truc comme ça aussi risqué, quoi, en réalité, aussi risqué. Disons, comment dire, je crois à la règle selon laquelle on n'a pas le droit de nuire à autrui quand on écrit un livre, et cette règle, j'ai couru le risque de la transgresser en le faisant, en faisant ce livre. Et le livre que j'ai écrit juste après, qui s'appelle D'autres vies que la mienne, qui est de mes livres celui que je préfère, à vrai dire, est un livre aussi, alors là, sur des personnes privées, parce que bon, si vous écrivez sur Limonov ou sur des trucs, c'est un personnage public, c'est différent, ça ne se pose pas exactement dans les mêmes termes. Mais là, il s'agissait vraiment de personnes privées, et j'ai écrit ce livre avec leur accord, et en leur disant que je le leur donnerais à lire avant parution, et que, au fond, ils auraient le droit de me demander tous les changements qu'ils souhaitaient, et même, au fond, s'ils me disaient « je ne veux pas que ça paraisse », eh bien, ça ne paraîtrait pas. Ce qui était quand même un pari assez risqué. Je me souviens que mon éditeur était absolument terrorisé, me disait « mais ça ne va pas, on ne peut pas faire ça ». Il n'est aucun exemple que des gens sur qui on écrit dans un livre soient contents de ce qu'on a écrit d'eux. Et en conséquence, il ne va pas y avoir de livre. Enfin, tu vas tout simplement devoir le garder dans un tiroir. Je pensais qu'à la fois, eux m'avaient fait confiance et que moi, je leur faisais confiance aussi. Et donc, ça s'est passé d'une façon d'ailleurs vraiment très émouvante. C'est-à-dire que vraiment, les 2 ou 3 personnages principaux de ce livre, je le leur ai donné à lire, j'en ai discuté avec eux, j'ai procédé à quelques changements, pas beaucoup, à leur demande, et c'est un livre qui a été... oui, alors que tout ce qu'il raconte est quand même très douloureux, c'est bizarrement un livre que j'ai écrit dans un assez grand, je dirais, confort moral, parce que j'avais l'impression j'avais une impression de légitimité et d'accord avec les personnages dont il était question, qui avaient fait tout à fait défaut au livre précédent. Donc, si vous voulez, c'est comme si ces 2 livres étaient il y avait les 2 versants, quoi. Ils peuvent difficilement être plus opposés. Et j'aime mieux que ça soit passé dans ce sens-là, quoi, disons, le plus transgressif d'abord et le plus... oui, réconcilié, enfin, ou après, que si ça avait été l'inverse. Mais c'est une question très très compliquée, ça, quand on écrit ça. D'une façon générale, quand on écrit ce genre de livre, tout simplement, alors ensuite, il y a des différences selon qu'il s'agisse de personnes privées ou de personnes publiques, tout ça, mais une des choses qui font la différence entre un roman et un livre de ce type, de non-fiction, c'est que on s'expose à des poursuites légales. Un roman, non, personne ne peut... Même si des gens s'y reconnaissent, vous pouvez toujours dire c'est un roman. Tandis que si vous... Il y a un critère qui est assez simple en réalité d'ailleurs. Vous voyez, au cinéma, on dit parfois que la frontière entre le documentaire et la fiction est très floue, tout ça.
Peut-être, mais quand même, il y en a une. Et il y a un critère assez simple, c'est que dans un documentaire, on voit les vrais personnages réels, et dans un film de fiction, ce sont, même s'il s'agit de personnages réels, des acteurs qui les incarnent. Donc c'est très clair. La distinction n'est pas aussi simple en littérature, enfin dans un texte écrit, mais il y en a tout de même une, c'est est-ce qu'on donne les vrais noms? Si vous donnez les vrais noms des gens, vous n'êtes pas du tout dans la même position, ça veut dire que les gens peuvent vous attaquer en justice. S'ils ne sont pas contents, s'ils ont l'impression d'avoir été maltraités ou diffamés ou des choses comme ça. Donc vous vous exposez à ce risque, hein, qui n'est pas négligeable. Ça ne m'est pas arrivé à ce jour. Oui. Bonjour. J'avais une question. Vous parliez de Jean-Claude Roman. Là, vous n'avez pas accès à sa boîte noire. Et quand vous parlez de vous-même, est-ce que vous avez déjà un peu répondu. Je pense que vous parlez librement, ou bien vous avez besoin de retravailler ce que vous dites sur vous en disant est-ce que c'est vraiment ça que je pense, ou bien un côté psychanalytique, comme vous employez ce terme il y a quelques instants. Je n'ai pas très bien compris la fin de la question. C'était. Est-ce que quand vous parlez de vous, oui. Vous posez la question un peu comme pour Jean-Claude Roman, je suis une boîte noire, est-ce que j'ai accès à moi-même? Dans une recherche un peu psychanalytique peut-être, hein. Écoutez, je comprends très bien la question, elle me paraît... il y a un scrupule que j'approuve là-dedans. Malgré tout, je crois qu'on a un peu accès à soi. Je veux dire qu'on a évidemment, on peut tout à fait mettre en cause notre propre lucidité, on peut s'abuser soi-même, mais tout de même, s'il y a quelque chose sur quoi on peut s'appuyer un tout petit peu, on sait à peu près ce qu'on pense, ce qu'on croit. Et on peut multiplier les précautions, justement, se dire qu'on est peut-être abusé, qu'on est peut-être victime d'illusions, d'ignorance, de choses comme ça. Mais tout de même, s'il y a une position d'où on puisse parler, c'est de la sienne, malgré tout. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais je dis qu'il n'y en a pas de plus... j'en connais pas de plus solide. C'est une solidité un peu... c'est sans doute des sables mouvants, effectivement. C'est pas du béton. Mais on y a accès quand même, je crois. J'en fais le pari, quoi. Et puis, en effet, comme vous dites, c'est vraiment une matière de travail. On essaye d'affiner ce qu'on pense, d'essayer de comprendre pourquoi on le pense, tout ça. Encore une fois, bien sûr qu'on est abusé, qu'on manque de recul, de lucidité, tout ça, mais tout de même, on y a un peu accès, je crois. Sinon, on laisse tomber, hein. Bon, on va prendre une dernière question. S'il y en a une. S'il n'y en a pas, je vais profiter de ma position préférentielle en tant que modérateur de discussion pour vous poser une dernière question. Je sais qu'en ce moment, vous n'avez pas de projet en cours. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'écrivain, en tant que romancier? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'en fait, ces dernières années, il y a plusieurs livres se sont... pas tant enchaînés qu'enchevêtrés. C'est-à-dire que les 3 derniers livres que j'ai... même depuis un roman russe, les 4 derniers livres que j'ai faits, le Royaume, je l'ai commencé en ayant terminé un roman russe. Tout ça s'est fait... j'ai l'impression que j'avais toujours quelque chose en train, ne serait-ce que ce livre, Le Royaume, que j'étais au fond très heureux de toujours retrouver, dont je me disais de toute manière, il va m'occuper longtemps. Il y avait quelque chose de très rassurant dans le fait de faire ce truc au long cours, dont je me disais qu'il allait m'accompagner longtemps. Et maintenant, au fond, il me manque un peu, et j'ai un peu l'impression d'être arrivé à une espèce de fin de cycle, de quelque chose comme ça, où il va falloir trouver autre chose, et je ne sais pas du tout quoi. Donc, une fois terminée cette période un petit peu, un peu agitée, qui est de la sortie d'un livre, de sa promotion, tout ça, qui est à la fois assez... c'est un peu gratifiant narcissiquement, et en même temps, c'est un peu
décentrant, quoi. Tout ça, c'est pas. Mais ensuite, je ne sais pas très bien ce qui va. J'ai l'impression que je vais nécessairement me retrouver devant une assez grande. Enfin, je sais pas, mais je l'appréhende un petit peu, quoi. En disant que bon, il faut bien en passer par là et que c'est sans doute ces périodes de vide ou d'endroits, de moments où on ne sait plus du tout où on va, sont sans doute nécessaires et que c'est peut-être plus sain que de toujours savoir où on va, que d'avoir toujours. Mais ça ne veut pas dire que je me prépare à une période un peu inconfortable. Je ne sais pas très bien ce qu'elle va durer. Que faire dans cette position inconfortable? Il y a des possibilités. J'ai la chance de pouvoir faire d'autres choses, c'est-à-dire que ce soit quelquefois des scénarios où l'avantage, c'est justement que je ne travaille pas entièrement sur mon propre fond, mais avec d'autres, pour d'autres. Enfin, on est un peu sur le terrain d'autrui, ce que je trouve très, très sain et agréable, et que j'aime beaucoup faire. Ou bien faire aussi des reportages, des choses comme ça, qui ont l'avantage aussi de sortir de soi, de pousser à aller vers le monde extérieur, à voir des choses, d'aller. Donc ça, je trouve des très bonnes choses à faire, et c'est vraisemblablement ce que je vais faire dans les temps qui viennent. Mais ça ne compense pas entièrement l'absence de projets au long cours, de longue durée, qui est quelque chose dont, à tort ou à... j'ai un peu besoin comme équilibre vous voyez, comme quelqu'un qui a besoin d'un os à ronger, quoi, d'une certaine façon, quoi. Pour l'instant, je n'ai pas d'os à ronger. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation pour cette période de promotion de votre nouveau livre, tout en espérant que là derrière, quelque part, il y aura une nouvelle idée qui va vous tracasser et qui vous fera travailler sur un nouveau roman. Merci beaucoup, Indrek, merci. Merci à vous de votre attention et de votre sympathie et d'être venu. Merci à l'Institut français. Voilà. Merci à l'Institut français. Merci à tout le monde qui est venu ce soir. Et puis revenez le printemps prochain au Festival Headriads, c'est la dernière semaine du mois de mai. Merci. Merci beaucoup.